c'est aussi le message de l'ensemble du gouvernement. Et je leur demande d'avoir encore beaucoup de courage. Nous savons le calvaire, le martyre qu'elles vivent, et qu'elles sachent que toutes nos pensées vont vers elles, et singulièrement en ce mois d'octobre, mois de la solidarité. Et je voudrais leur dire qu'il n'y a aucune raison de désespérer, et que dans un temps très prochain, leur situation sera réglée, Inch'Allah. Sokona Keïta, l'une des plus âgées du Mali, est mère de 3 filles, grand-mère de 26 petits-enfants et son plat préféré est le spaghetti. Voilà toutes nos excuses pour cette erreur d'aiguillage. Le président de la République qui s'est donc rendu chez Sokona Keïta, 128 ans, et c'était une occasion pour lui d'adresser un message aux populations du nord du Mali. Journée de travail remplie pour le président de la République par intérim. Après la visite, il a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur de France au Mali et une délégation chinoise conduite par le député Hussein Amionguindo. Avec les diplomates français, il a été question de la 67e session de l'ONU. Avec les Chinois, les entretiens ont porté sur la construction prochaine d'une usine de fabrication de seringues et de sérum au Mali. Le compte-rendu d'audience avec Nyanya Alou Traoré. En cette période de crise, la France demeure l'un des partenaires privilégiés du Mali. C'est fort de cette coopération que son ambassadeur vient de rencontrer le président de la République par intérim. Le vote prochain d'une résolution par le Conseil de sécurité pour l'envoi d'une force internationale au nord du Mali a été abordé par les deux personnalités. Entre la France et le Mali, un dialogue permanent. Il me semblait utile de faire le point avec le président sur la dernière Assemblée générale des Nations Unies, notamment la partie de l'Assemblée générale qui a traité du Mali et du Sahel plus généralement pour voir avec lui le suivi à donner dans les prochaines semaines. Comme on l'a vu lors des débats, et il y a des préoccupations. La première, c'est qu'il y a une crise qui ne présente pas seulement des risques pour le Mali, mais pour la communauté internationale. En plus, il y a une urgence à agir. À partir du moment où on est déjà d'accord sur ces deux points, le constat de la crise et l'urgence d'agir, je crois que plus de la moitié du chemin est fait. Maintenant, ce sont les modalités à voir en liaison avec les Africains. À l'agenda des audiences du président de la République par intérim figurait également une mission chinoise. Elle était porteur d'un projet d'environ 10 milliards de francs CFA. Il concerne la construction dans les mois à venir d'une usine de fabrication de médicaments. Pour cela, la société chinoise compte sur l'accompagnement des autorités maliennes. Il dit qu'il est venu au Mali, il voudrait faire une usine de fabrication des sérums, des seringues, en même temps des médicaments, tout. Bon, voilà pourquoi il est venu rencontrer le président de la République. Le Mali est un pays stable et qui sera stable aussi dans l'avenir. Voilà pourquoi il a choisi le Mali. Le projet, c'est bientôt. L'usine sera implantée dans la zone de Sanankoroba et compte employer plus de 500 Maliens. À présent, ce message de félicitations du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, à l'équipe nationale féminine cadette de basketball, vice-championne d'Afrique. Message ainsi libellé. Chères Aiglons basketteuses, devant l'équipe haute du Sénégal, vous venez de perdre sans démériter la finale du 12e championnat d'Afrique des nations de basketball dans la catégorie dames moins de 18 ans. À l'issue de cette compétition de très haut niveau, je voudrais vous exprimer toute notre fierté et je tiens à vous remercier très chaleureusement pour les formidables moments de bonheur que vous nous avez procurés en cette période si difficile pour le Mali et si éprouvante pour l'ensemble de nos compatriotes. Malgré cette défaite qui n'entame en rien votre mérite, votre rang de vice-championne d'Afrique vous qualifie au prochain championnat mondial de la catégorie prévu en juillet 2013 en Lituanie. Fin des vacances parlementaires, les députés ont repris ce lundi le chemin de l'Assemblée nationale pour la session d'octobre, une session dite budgétaire qui sera consacrée au vote de la loi de finances 2013. L'ouverture de la session a été marquée par un discours fleuve dans lequel le président de l'Assemblée nationale par intérim a dépeint la situation de crise que vit notre pays. Younousi Touré a invité tous les acteurs à s'accorder sur l'essentiel, le Mali. Sidiki Dambélé pour le compte-rendu.
Des belles retrouvailles ce lundi à l'Assemblée nationale. Ce 1er octobre marque en effet l'ouverture de la session budgétaire, une session dédiée au vote de la loi des finances 2013 et à l'examen d'un certain nombre de projets et propositions de loi. Mais actualité oblige, le président de l'Assemblée nationale par intérim a focalisé l'essentiel de ces 12 pages et 22 minutes de discours sur la situation de crise politico-économique et sécuritaire qui vit notre pays. Younouss Touré n'est pas allé par le dos de la cuillère. Pour lui, si une étape décisive a été franchie dans la résolution de la crise institutionnelle, aucun progrès significatif n'a été fait dans celle de la crise sécuritaire et la restauration de l'intégrité territoriale du pays. L'Assemblée nationale du Mali considère que tous les groupes armés qui ont agressé et occupé notre pays sont des terroristes qui doivent être traités comme tels par tous. Restaurer l'intégrité territoriale de notre pays doit être la priorité des priorités. L'Assemblée nationale du Mali, pour sa part, estime qu'il y a urgence à libérer notre pays occupé aux 2/3, qu'il y a urgence à libérer nos peuples de l'asservissement en plein XXe siècle. Convaincu que les intégristes et indépendantistes sont des instruments de grande puissance pour le contrôle des ressources potentielles du sous-sol du Nord, le président de l'Assemblée nationale appelle les pays amis et partenaires du Mali à plus d'implication pour appuyer l'armée nationale. La sécurité dans la zone sahélo-saharienne a une dimension régionale et internationale, dira-t-il, avant d'inviter les acteurs maliens à s'accorder sur l'essentiel. Pour réaliser cet essentiel, la classe politique doit taire ses querelles partisanes, mettre de côté ses intérêts particuliers. Le sommet de l'exécutif doit s'efforcer de livrer le même message en direction de l'opinion nationale et internationale. L'armée malienne doit retrouver son unité et être en relation de confiance avec ses frères d'armes de la sous-région. L'entente entre l'armée et son peuple doit être renforcée par chacun d'entre nous. La gestion rigoureuse des affaires publiques est un devoir absolu pour tous. Il en est de même de l'obligation de rendre compte. Un Mali unifié, pacifié, démocratique et républicain, un Mali laïque, voilà le vœu cher des députés dont le mandat a été prolongé jusqu'à la fin de la période de transition. Sur un tout autre plan, l'ambassadeur du Japon au Mali, en fin de mission, a offert un déjeuner. Après 2 années de service, l'aide du Japon au Mali a concerné l'éducation, l'hydraulique et le monde rural. Au cours des échanges, l'ambassadeur du Japon au Mali a évoqué la situation que vit le Mali aujourd'hui. Alpha Maïga était présent, son compte rendu. Cette cérémonie a une double signification. D'un, il s'agit de lever au grade d'officier de l'ordre national à titre étranger l'ambassadeur du Japon au Mali. De deux, offrir un déjeuner pour dire merci au diplomate japonais et lui donner au revoir, cela après 2 années de bons services ici au Mali. Entre Bamako et Tokyo, les relations sont excellentes. Les 2 pays ont d'ailleurs toujours fait chemin ensemble sur des sentiers de développement. Cette solidarité s'est manifestée à l'endroit du Mali dans des domaines aussi variés que pertinents, tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche, les infrastructures, l'éducation et la santé, l'eau potable, l'environnement, pour ne citer que ces 2. Ces appuis ont apporté au gouvernement du Mali un grand renfort dans la réalisation de ces programmes et dans l'atteinte de ses objectifs de développement. En quittant le Mali, le diplomate japonais, ainsi honoré par les autorités maliennes, se dit impressionné tout en saisissant l'occasion pour évoquer ce que vit le pays aujourd'hui. Je me sens triste d'avoir à dire au revoir au Mali, qui traverse une période très critique de son histoire. Je suis sûr que votre pays surmontera toutes ces difficultés. Je garderai de ce pays, de ses dirigeants et de sa population
un agréable souvenir. À travers le Mali et le Japon, il s'agit en clair d'une solidarité agissante. S'ouvrira une série de formations pour le personnel de la SEGNA et les représentants des structures intervenant dans le domaine de la navigation aérienne. Ces travaux vont d'abord, disons, répondre à des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ce qui permettra au Mali d'être conforme à la réglementation internationale qu'ils ont approuvée. Deuxièmement, également, ça permettra de rehausser le niveau de sécurité au Mali. Quand j'ai dit rehausser le niveau de sécurité, c'est pour éviter des incidents, accidents et tout événement qui peut influencer négativement sur le transport aérien. Ces échanges qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de la sécurité sont initiés par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SEGNA. On quitte l'aéroport pour faire un tour en ville. Environ 266 millions de francs CFA, c'est le montant investi par la mairie du district de Bamako et ses partenaires dans la réalisation de 2 km 400 de voies au quartier Badialan 1. La coupure du ruban symbolique ouvrant les voies au public a eu lieu cet après-midi même et c'était en présence des autorités communales et des notabilités du quartier. Là-dessus, le point c'est avec Fadema Keita. Les rues 469, 471 et 474 d'une longueur d'environ 2 km 400, les caniveaux de Tomikorobougou et le pont reliant les quartiers Badjara 1 et 2, ainsi inaugurés, font partie du vaste programme d'entretien et d'embellissement de la ville de Bamako. Ces infrastructures sont l'œuvre du maire du district en collaboration avec l'association Nieta de Bamako, appuyée par l'entreprise chinoise CGGC. Selon les autorités de la mairie du district, ces infrastructures ne sont qu'un embryon de leurs ambitions. Le développement passe par les infrastructures, c'est inévitable. C'est l'ambition du district, de vouloir en tout cas faire tout le district de Bamako des rues pavées. Et pourquoi pas même au-delà, même pour l'ensemble du Mali. Pour les autorités du pays, une telle initiative appuie le gouvernement dans ses efforts de développement. Qui parle de réalisation de routes parle de décentralisation. Il est un devoir pour toutes les populations, notamment à leur tête les élus locaux, de faire en sorte qu'on puisse offrir des cadres de vie meilleurs aux différentes populations. On aimerait que tous les Maliens puissent prendre cet exemple pour aider notre département à construire ce pays, à faire des routes qui est signe de développement. Après la coupure du ruban symbolique, les autorités ont eu droit à la visite guidée des réalisations. Pour donner un éclat à cet événement patriotique, 2 artistes de renom étaient aussi de la fête. Il s'agit de l'ambassadeur de l'ONU-SIDA, Toumani Diabaté, et de la nouvelle révélation de Fadjigila, Fatmata Kaloga Ditudjo. Hors du Mali et direction l'Afrique du Sud où les femmes mettent la pression sur la commission d'enquête concernant l'affaire Marikana. On se rappelle le 16 août dernier à la mine de Marikana, la police avait ouvert le feu sur des manifestants tuant parmi eux 34 personnes. Une commission a été mise en place pour éclaircir la situation et elle a 4 mois pour le faire. L'endroit même où 34 mineurs ont été tués le 16 août dernier. 1 mois et demi après la fusillade de Marikana, ces femmes interpellent les enquêteurs qui démarrent aujourd'hui leur travail. La commission va devoir travailler dur pour gagner la confiance de la communauté, pour que la communauté participe et croit aux résultats de cette enquête. Nous les supplions de faire ce qu'il faut pour que nous soyons fiers de ce que nous sommes, fiers du gouvernement sud-africain. Que s'est-il passé le 16 août dernier à la mine de Marikana? Pourquoi la police a-t-elle tiré à balles réelles sur les mineurs grévistes, faisant 34 morts et plus de 70 blessés? C'est à cette question que cette commission d'enquête va devoir répondre. Mineurs, responsables de la police, syndicalistes, les enquêteurs entendront tous les acteurs du drame. Objectif, faire la lumière sur ce carnage qui a réveillé le souvenir des pires heures de l'apartheid, laissant des blessures sur les corps et dans les cœurs. La police doit arrêter de nous tuer. Elle est là pour nous protéger, elle doit faire son boulot. 1 mois et demi après le drame, aucun policier, aucun responsable n'a démissionné ni été inquiété. La commission a 4 mois pour mener son enquête. Elle rendra un premier rapport dans une 12aine de jours. Il est très attendu par les familles des victimes.
À présent, l'actualité africaine avec comme sujet l'attentat à la bombe au Nigeria. Le procès du propriétaire de la chaîne de télévision Al-Houma, c'est en Égypte. Première escale, la Somalie, où la libération de Kismayo est proche avec l'avancée des forces de l'Union africaine. De Kismayo. Un peu plus de 48 heures après l'assaut massif lancé contre les Chebab, les premiers soldats de la force de l'Union africaine en Somalie entrent dans la ville portuaire. Des éléments du contingent kényan de la MISOM, épaulés par des forces somaliennes, sont arrivés ce lundi par l'ouest de Kismayo. Leur déploiement marque la fin du règne des insurgés islamistes sur cette localité stratégique. Au moins 3 personnes blessées dans un attentat à la bombe à Zaria dans le nord du Nigeria. L'explosion s'est produite près d'un pensionnat appartenant à un salafiste connu pour ses vives critiques contre la secte islamiste Boko Haram. 2 des auteurs présumés de l'attentat ont été tués par les forces de sécurité nigérianes. L'attaque qui n'a pas été revendiquée est intervenue la veille des célébrations marquant les 52 ans de l'indépendance du Nigeria. Report du procès du propriétaire de la chaîne de télévision Al-Houma. Abou Islam est poursuivi pour diffamation envers la foi chrétienne. L'islamiste soutenu par ses partisans est accusé d'avoir brûlé un exemplaire de la Bible lors des manifestations de protestation contre les États-Unis. La prochaine audience aura lieu le 14 octobre au Caire. Au Mali, ici, en 5e région, l'ONG américaine International Call Organization, ICO, vole au secours de 200 élèves et leurs familles déplacées des régions du Nord sur le site de Sévaré. Elle vient de leur remettre une quantité importante de vivres d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Et à travers ce geste, cette ONG américaine veut soulager ces populations en difficulté. Voilà donc l'ONG américaine International Call Organization, ICO, qui vole au secours de 200 élèves et leurs familles déplacées des régions du nord du Mali sur le site de Sévaré. Elle vient donc de leur remettre une quantité de vivres d'une valeur de 16 millions de francs CFA. La gendarmerie du camp 1 de Bamako vient d'appréhender un groupe de malfaiteurs spécialisés dans l'escroquerie foncière. Les présumés escrocs ont soutiré près de 45 millions à leurs victimes. Alousseni Touré nous explique dans ce compte-rendu. Monsieur Cissé est un commerçant de la place. Il met en vente une de ses parcelles à usage d'habitation. Suite à quoi, 2 des présumés escrocs se présentent comme acquéreurs. Et c'est de là que tout s'emballe. Un autre est sorti du groupe pour leur proposer encore 2 autres parcelles contiguës, très grandes, qu'ils voudraient en faire une école de formation de santé, qu'ils voudraient vendre ça à 35 millions. Donc déjà, eux, ils avaient déjà avancé, Moussa avait reçu déjà 10 millions. Donc son ami, M. Doumbia, le promoteur de l'école de santé, devrait payer le reliquat. Effectivement, il a payé le reliquat. Maintenant, au moment de posséder de la parcelle, on a trouvé que la parcelle appartient à une famille dont les propriétaires se trouvent à l'extérieur. Informé de l'indélicatesse de ses clients, Cissé porte plainte à la gendarmerie du camp 1 de Bamako. Les recherches ont permis de mettre la main sur ces 3 individus qui ne seraient pas d'ailleurs à leur premier coup. De recherche en recherche, on est parvenu à appréhender les 3 individus, sauf les 2 femmes qui n'existent pas. Vigilance donc recommande le commandant de brigade qui met en garde contre toutes les ventes arrangées en dehors du circuit officiel. La leçon à tirer de tout cela, c'est pour lancer un appel pressant à la population de faire beaucoup attention aux papiers administratifs afférents aux parcelles, des tissus et à la transformation des graisses et des sucres. Quand les hormones sécrétées par cette glande sont insuffisantes, cela provoque une maladie appelée hypothyroïdie. Mais quand ces mêmes hormones sont en excès, cela donne une maladie appelée hyperthyroïdie. Quand il y a une hyperproduction hormonale, les signes permettant de reconnaître cela, c'est donc la tachycardie, c'est-à-dire le cœur bat très vite. C'est des palpitations, le sujet sent que ça bouge dans sa poitrine. Il y a de la diarrhée, il y a de l'amaigrissement et il y a les troubles du sommeil et des troubles caractériels
angoisse, irritabilité. Donc tout cela peut se retrouver chez le malade, mais parfois pas ensemble. Et c'est ce qui fait errer le diagnostic. Donc si c'est simplement le digestif qui est au premier plan, le sujet a tendance à aller chez le gastro-entérologue. Si c'est le cardiaque qui est en premier plan, il a tendance à aller chez le cardiologue. Mais tout vient de là, et tant qu'on ne traitera pas la thyroïde, ces symptômes ne disparaîtront jamais. Mais est-ce qu'il y a des symptômes physiques aussi? Ces symptômes physiques, c'est essentiellement l'augmentation du volume de ce corps thyroïde. Et c'est son augmentation du volume qui fait qu'on l'appelle goitre. Le deuxième élément, dans cette certaine forme, dans ce qu'on appelle la maladie de Basedow, qui est une forme particulière, il y a l'exophthalmie, c'est-à-dire les yeux de la personne sortent. Dans le monde, l'hyperthyroïdie touche environ 2% de la population contre 1% pour l'hypothyroïdie. Par ailleurs, 80% des personnes souffrant de ces maladies sont des femmes. Ces deux affections s'expliquent par un faisceau de causes, parmi lesquelles le terrain génétique qui fait que tout le monde, dans les mêmes conditions, ne développera pas une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. La composante génétique est là, mais aussi parfois des facteurs environnementaux, tels que les stress qui peuvent être un facteur déclenchant de certaines hyperthyroïdies. Mais dans le contexte de l'hypothyroïdie, par contre, qui est l'hypofonctionnement de la glande, ça peut être une absence d'iode, une insuffisance d'iode dans l'alimentation. D'où la politique nationale d'iodation des aliments du sel pour essayer d'endiguer cette partie hypothyroïdie. La prise en charge de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie se fait correctement au Mali. En fonction de leurs causes et de leurs manifestations, les spécialistes associent prise d'hormones et opération chirurgicale du goitre, une des manifestations physiques de la maladie. Quand on prend l'hyperthyroïdie, qui est donc l'hyperfonctionnement de la glande, normalement, on doit freiner cet hyperfonctionnement. Donc ce freinage peut se faire par des médicaments qu'on appelle des antithyroïdiens de synthèse. Certains peuvent poser quelques problèmes à certaines personnes, on peut ne pas pouvoir le supporter, ou bien la chirurgie, ou bien l'iode radioactive. Donc nous, présentement au Mali, nous avons surtout les médicaments, et quand on stabilise la personne, on peut aller au versant chirurgie. Le chirurgien joue un rôle central dans le traitement des goitres. Il joue un rôle de diagnostic pour reconnaître le goitre, parce qu'il y a plusieurs types de goitres, mais également pour traiter le goitre, parce qu'il y a des goitres qui sont traités médicalement, mais qui terminent par la chirurgie, qui arrivent donc à enlever le goitre. L'hypothyroïdie, qui est donc le non-fonctionnement de la glande, soit parce que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une lésion de la glande, ou bien il a été enlevé, ou bien il y a une carence en iode, c'est plutôt l'hormone qu'on doit donner. En fonction du type de goitre, par exemple, si c'est un goitre avec hypofonctionnement de la thyroïde, la chirurgie est une solution définitive au goitre. Mais il y a des médicaments qu'on va donner, des hormones qu'on va donner aux malades après l'intervention pour assurer la fonction thyroïdienne. Maintenant, si c'est une hyperthyroïdie, ça peut être effectivement une solution définitive à l'hyperthyroïdie et il n'y a même pas de traitement après, parce qu'à ce moment-là, la thyroïde peut fonctionner avec une fourchette d'hormones normales. Il n'y a pas longtemps, les personnes souffrant d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie se promenaient longtemps avec leur mal. Aujourd'hui, l'information aidant, beaucoup arrivent à temps chez les spécialistes qui, dans le diagnostic, commencent d'abord par différencier l'hyperactivité de l'hypoactivité de la glande thyroïde. Sur cette page santé se referme cette édition. Aux environs de 22h, Amara Malediaro sera là pour le journal des formations. Demain 10h, 13h, Haïssata Ibrahim Maïga. En ce mois de la solidarité, nos pensées vont à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Soyons de cœur, mais surtout d'action avec eux. On ne les oublie pas. Merci de votre attention. Bonsoir et à demain.